Bonjour à tous et bienvenue. Avant de vous présenter mes invités d'aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler ma mission: inspirer les gens à faire des choix plus conscients pour leur santé afin qu'ils deviennent les protagonistes de leur propre bien-être psychophysique. Dans mon podcast, j'invite des experts, des personnes qui m'inspirent ou qui partagent ma passion pour l'optimisation de la santé et le biohacking. Si vous n'êtes pas encore familier avec ce terme, le biohacking est en fait l'art de développer notre potentiel. Être un biohacker, c'est avant tout un état d'esprit, une mentalité, le désir de devenir la meilleure version de soi-même. Ce qui caractérise tous mes invités, c'est la conviction qu'améliorer sa santé de manière préventive est toujours plus bénéfique que de traiter la maladie. De nombreuses maladies pourraient être évitées si les gens commençaient à prendre conscience de leur corps et de son fonctionnement. Je tiens à vous rappeler que toutes les informations contenues dans ce podcast sont purement informatives et indicatives et qu'elles ne se substituent pas à une consultation médicale ou thérapeutique. Si vous êtes un fan de ce podcast, aidez-moi à le diffuser au plus grand nombre. J'explique comment évaluer le podcast et écrire un commentaire sur mon site web www.thehappyfew.com. Si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez parrainer ce podcast, vous pouvez envoyer un courriel à vanessa.bertinotti@gmail.com. Aujourd'hui, nous parlerons du sommet de l'hypersanté avec les deux organisateurs, Junaid Alkan et Anna Goy. Bonjour Anna et bonjour Junaid et bienvenue. Salut Vanessa. Bonjour Vanessa. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente de vous avoir tous les deux ici dans mon podcast. Et avant de, comme ça, entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous raconter votre histoire et votre expertise? Alors, la première chose, c'est que Anna et moi, on s'est rencontrés dans un de mes centres de fitness, dans un contexte, on va dire déjà, où on voulait prendre soin de notre santé. Et moi, voilà, j'ai eu plusieurs centres de fitness. Je suis passionné par l'humain, globalement. Et à la base, je voulais me lancer dans la politique, pour être sincère. Mais quand je me suis lancé dans la politique, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était très corrompu à tous les niveaux. Parce que moi, je crois beaucoup en l'humain, je crois beaucoup à une société meilleure. Et je m'étais dit, il y a des choses qui ne vont pas et je vais m'engager dans la politique pour pouvoir remédier, trouver des solutions, etc. Et tout. Ce côté un petit peu innocent et naïf quand on est jeune. Et au final, je me suis rendu compte que la politique était influencée par les entrepreneurs, en tout cas par les entreprises. Et les entreprises étaient dirigées par des entrepreneurs. C'est là que je me suis orienté vers l'entrepreneuriat, donc rien à voir avec la santé au début, donc dans le bâtiment. Et après, petit à petit, j'ai quand même voulu m'orienter dans la santé parce que je me rendais compte j'avais besoin de prendre soin de moi et que ça manquait un peu de solutions là-dessus. Donc, j'ai eu des centres de fitness où j'ai accompagné des milliers de clients. Et, et quand je voulais provoquer un changement chez les gens, je me rendais compte que les gens n'étaient pas prêts à changer s'ils n'avaient pas d'énergie disponible. Donc, s'ils n'étaient pas en bonne santé déjà, ou qui n'avaient pas l'esprit libre, calmé, apaisé, c'était impossible de provoquer un changement. Et je crois qu'il n'y avait pas plus concret. C'est la meilleure expérience que j'ai pu avoir pour vivre la phrase qui dit « Si tu veux changer le monde, commence par changer ton monde intérieur ». Donc c'est là que je me suis retrouvé à passer de la politique à prendre soin des gens, toujours dans un objectif quelque part politique, parce que je me dis si on prend soin des gens, ça aura forcément un impact sur les autres. Donc au début, je m'intéressais vraiment à tous les systèmes qui existent, le système politique, le système économique, le système financier. Et après, je vais arriver dans les systèmes macroéconomiques des entreprises, comment les entreprises fonctionnent, le monde du travail, le management, etc. Et puis finalement, je suis arrivé dans les systèmes de santé, de bien-être, comment le bien-être fonctionne, comment les mécanismes du cerveau fonctionnent pour pouvoir commencer à prendre soin de soi. Et c'est là que je me suis rendu compte, à tous les niveaux, il y a des systèmes qui dysfonctionnent. Et moi, je me dis, OK, j'aimerais bien trouver des solutions pour pouvoir améliorer, fluidifier ces systèmes-là et aider le maximum de personnes à pouvoir aller mieux. Et s'ils vont mieux, ils vont vouloir peut-être mener des projets et ces projets auront forcément ou probablement un impact positif sur notre société. Donc, ça aura aussi toujours cet objectif, quelque part, sous-jacent, politique, d'avoir une société dans laquelle on peut vivre donc voilà, mon expertise, c'est vraiment plutôt entrepreneur dans l'amélioration des systèmes. Donc j'ai eu des entreprises dans la santé, comme j'explique tout à l'heure. Et c'est vraiment là-dessus que je me concentre dans les prochains projets que je lance. Super, c'est une belle aventure que tu as commencée et qui va continuer sûrement avec, comme ça, des parcours peut-être pas toujours linéaires,
mais toujours intéressant parce que moi je pense que la complexité et la non-linéarité est toujours quelque chose de très intéressant parce que ça nous porte aussi dans des endroits qu'on s'y attendait pas. Et, et toi, Anna, quel est un peu ton parcours? C'est très différent du Nate. J'ai pas du tout commencé dans l'entrepreneuriat et j'étais très intéressée par la psychologie, je suis toujours aujourd'hui et c'est pour ça que j'avais commencé des études, en psychologie et au cours de ces études, j'ai eu l'occasion de travailler dans un hôpital et c'est une expérience qui m'avait vraiment marquée parce que c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis rendu compte que, j'ai pris conscience, déjà qu'on peut être en particulièrement mauvaise santé, parce qu'on voit les patients à l'hôpital, mais pas que en fait. Mhm, Il y a aussi le personnel soignant qui peut être en mauvaise santé à cause des conditions de travail. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment identifié que les conditions de travail ont un impact direct sur notre santé. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'orienter complètement dans ce champ-là. Donc j'ai fini mon master en psychologie du travail et j'ai travaillé dans un cabinet de conseil pour accompagner des entreprises à améliorer leurs conditions de travail pour que vraiment leurs salariés, leurs collaborateurs se sentent mieux au travail et soient aussi plus performants. mhm, Et là, bah, j'ai quitté mon entreprise pour me consacrer au projet du sommet de l'hypersanté. Et il y a un autre projet aussi qui est dans le domaine, mais pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt pour en parler. mhm. Mais voilà mon parcours. Ben, félicitations à tous les deux. Et que signifie pour vous le terme santé? Alors, moi, j'ai le terme santé, je l'associe un petit peu à la croyance commune, c'est que c'est l'absence de maladie ou de prise de médicaments. D'ailleurs, c'est un vrai problème parce que beaucoup de personnes pensent que la santé, c'est ne pas être malade, ne pas prendre de médicaments. D'ailleurs, l'OMS même précise dans la définition que non, la santé, c'est pas que, dans leur formulation, ils disent bien, c'est pas que l'absence de maladie, c'est aussi un état de bien-être global, etc. Mais on voit déjà ce que voilà, représente la santé aujourd'hui. Et pour moi, la santé, c'est pas censé se limiter que au physique, c'est censé aussi englober tous les autres aspects du corps, notamment la santé mentale, la santé physiologique, la santé physique, la santé aussi émotionnelle. Et aujourd'hui, avec le terme, et en fait, on a santé normale et on a santé mentale, et il nous manque un petit peu cette palette de santé différente. Et donc, c'est pour ça que vraiment le terme hyper santé, on en parlera plus tout à l'heure, pourquoi ça correspond plus à ce qu'on recherche. Mais voilà, pour moi aujourd'hui, la santé, j'ai un peu la même définition que la croyance globale que les Français en tout cas ont du terme santé. Mhm. Très Oui, bien. alors pour moi, tu vois, j'aime bien justement le terme, la définition de l'OMS qui va dire que c'est pas seulement l'absence de maladie, mais c'est vraiment un état de complet bien-être à plein de niveaux, santé physique, santé psychique, comme tu disais juste avant. Donc je trouve que l'expression un esprit sain dans un corps sain, ça résume quand même bien les choses de mon point de vue. Mhm. Et vous êtes tous les deux des biohackers. Qu'est-ce que le biohacking est pour vous? Alors, moi, je ne savais pas que j'étais biohacker. C'est Anna qui m'a fait prendre conscience de ça. Comment est-ce que ça s'est caractérisé? C'est que c'est vrai que moi, j'avais vraiment cette approche-là de mesurer les datas. Parce que dans mes centres de fitness, j'avais des machines qui mesuraient tout ce qui était masse musculaire, masse grasse, hydratation. Mhm, Et j'avais vraiment cette approche très éducative. Donc moi, étant donné que je n'étais pas issu du milieu du sport, de la santé, quoi que ce soit, bah, du coup, j'avais vraiment cette philosophie continue de me former tout le temps, tout le temps, tout le temps, d'apprendre, d'expérimenter, d'explorer, et pas seulement de manger juste bien 5 fruits et légumes par jour. Et donc voilà, j'ai vraiment cet objectif de travailler chaque aspect de ma vie pour vraiment aller le plus loin possible dans ma santé. mhm, Oui, oui, et on se rejoint tous les deux sur là-dessus, hein, c'est clair. Pour moi, le biohacking, c'est justement ce qui va te permettre d'atteindre une santé optimale. La vraie définition finalement de l'OMS, que de dire que c'est pas juste l'absence de maladie, parce qu'aujourd'hui tu peux être, ne pas avoir de symptômes, être ok, mais tu peux aller beaucoup plus loin que ça. Tu peux être vraiment en hyper santé, en très grande forme. Et donc pour moi, le biohacking, c'est justement aller hacker son corps, hacker dans le sens positif du terme, c'est-à-dire en fait comprendre ton corps et comprendre comment est-ce qu'il fonctionne
et comment est-ce que tu peux l'utiliser pour avoir une énergie qui est optimale en fait. Donc il y a vraiment une notion d'optimisation dans le biohacking. Et comme Dunette le disait aussi, l'aspect data, il est important. C'est-à-dire qu'il faut regarder ton corps, il dit quoi finalement, et pas seulement ton instinct, tu vois vraiment ton corps, qu'est-ce qu'il dit à travers des objets connectés par exemple, des analyses, des choses comme ça, et toujours basé vraiment sur des études scientifiques, sur la médecine. Ça, c'est Mhm. vraiment très important. Et Mhm. c'est vrai que je voulais compléter aussi un truc. Dans biohacking, il y a souvent hacking, et souvent hacking, bon, c'est mal connoté en France ou même en Europe, mais en fait, hacking, ça fait référence aux pirates informatiques. Et les pirates informatiques, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont casser un système, un code. Donc, j'en parlais tout à l'heure au tout début. Je disais que moi, j'aime bien comprendre les systèmes et venir briser les systèmes qui dysfonctionnent. Et il y a un petit peu cette philosophie-là de venir révolutionner ces anciennes routines qui ne nous mettent pas dans le meilleur état. Et le Mhm. venir remplacer par de nouvelles routines qui vont nous mettre dans un meilleur état global. Mhm. Oui, très bien. Et Junaid, quels sont les faux mythes qui se cachent derrière le terme de biohacking? Parce que derrière à ce terme, il y a vraiment un monde très vaste. Et des fois, les personnes ne comprennent pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se comportent, qui sont des biohackers, mais en fait, ils sont très différents l'un par rapport à l'autre. Le premier gros mythe qui vient du biohacking, c'est penser que le biohacking, c'est le transhumanisme. C'est-à-dire que c'est Mhm. s'implanter des puces, modifier son corps avec des puces dans le cerveau, avec le projet d'Elon Musk. Il y a des transhumanistes qui se disent biohackers, il y a Mhm. des biohackers qui sont pour le transhumanisme, mais c'est vraiment une minorité extrême. La majeure partie des biohackers, ce sont des personnes qui sont contre le transhumanisme. Et le deuxième point, c'est qu'on pense souvent, le deuxième mythe, c'est qu'on pense souvent que le biohacking, en fait, c'est revenir à l'essentiel et manger juste naturel. Ce qui n'est absolument pas vrai. Alors oui, c'est vrai, un biohacker va essayer de manger des aliments sains, ça c'est important, c'est une base importante, mais il va aussi se complémenter en complément alimentaire s'il a besoin, s'aider d'outils et technologies s'il le faut, mais c'est pas non plus que manger du naturel dans le sens où il y a des aliments qui sont naturels, qui sont bio, mais qui sont pas bons pour toi. Mhm. Je vais prendre le cas d'Anna. Anna, elle, l'avocat, elle est intolérante à l'avocat. Est-ce que c'est l'avocat qui est mauvais? Non, c'est juste que l'avocat ne lui fait pas du bien à elle. Mhm. Et donc, en fait, c'est pas manger naturel. En fait, c'est manger les aliments qui me font du bien et supprimer ou diminuer les aliments qui me font du mal. Et ça, c'est vraiment le deuxième mythe de manger que du naturel. Non, c'est pas ça. Il y a vraiment une notion d'optimisation dans son alimentation. Et le troisième mythe qu'il y a dans le biohacking, c'est qu'on pense que c'est une pratique qui est réservée aux riches et que Mhm. c'est un caprice de riches, qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour faire du biohacking, parce que les analyses sanguines, ça coûte cher, nanana. T'as pas besoin de payer 100 € une analyse sanguine pour pouvoir aller prendre une douche froide le matin, en fait. La douche Mhm. froide, c'est économique, c'est écologique. Et en Mhm. plus de ça, ça va réveiller ton corps de manière assez efficace. T'as pas besoin d'avoir une bague connectée pour aller marcher 20 000 pas, quoi. Tu as juste besoin de savoir d'où à où ça fait 20 000 pas et aller marcher tous les jours, aller faire tes 10 000 pas à la rigueur. Mhm. Il y a vraiment 10 routines gratuites qu'on peut faire en tant que biohacker dans son quotidien qui ne coûte pas d'argent et déjà commencer à obtenir des résultats. Et en plus, si déjà on attend d'avoir des analyses ou des tests pour passer à l'action, déjà, en fait, il y a un problème là-dessus, quoi. Passe à l'action, observe ce que ça te fait dans ton corps et regarde si tu sais pas si tu fais bien. Là, peut-être c'est intéressant d'aller faire des tests. Donc voilà, les trois mythes du biohacking, c'est cher, c'est que du naturel ou c'est du transhumanisme. Ça n'a rien de tout ça. Et puis en plus, d'un biohacker à l'autre, ça peut complètement différer. On peut Mhm. avoir des biohackers qui vont avoir une certaine méthodologie, une certaine routine le matin, d'autres complètement différents, mais les deux sont très bien et qui leur font du bien et qui leur permettent toujours d'aller chercher de la croissance personnelle. Euh, donc voilà, Mhm. on va vraiment avoir cette notion de croissance personnelle globale dans le biohacking aussi qui va ressortir. Mhm. Merci, parce que je suis tout à fait d'accord par rapport au mythe que tu as cité. Et là, tu as commencé comme ça, donner des pistes sur ce qui est des routines, des pratiques gratuites. Et aussi, il y a des pratiques peut-être plus coûteuses, mais le fait d'être un biohacker, je pense que ça n'a rien à voir avec l'argent, mais plutôt sur la compréhension, sur l'état d'esprit. Mais après, peut-être on va
discuté aussi sur cette composante importante. Donc la mentalité est fondamentale par rapport à justement aux techniques. Et Anna, quels sont les piliers sur lesquels travaille un biohacker? Pour moi, il y en a quatre. Mhm, Et moi, c'est plutôt personnel, mais je pense que le premier, en tout cas, ça reste le sommeil. C'est fondamental. Si tu fais tout bien, mais que tu dors pas bien, ça ne fonctionnera pas. Ton mhm, corps, il va pas pouvoir récupérer finalement. Donc le sommeil, c'est vraiment fondamental de travailler dessus. Et quand on est biohacker, en fait, on va plus loin que juste se coucher tôt, dormir ses 8 heures par nuit. On va essayer vraiment de comprendre comment est-ce que notre environnement, ce qu'on va par exemple manger aussi, ce qu'on va faire avant de se coucher, va impacter notre sommeil. Donc voilà, premier pilier en tout cas, le sommeil. mhm, Pour moi, le deuxième pilier, ça va être la nutrition. Ce que tu mets dans ton corps, ça va avoir un impact direct sur ta santé. Bon, ça, c'est pas nouveau. Donc pareil, le biohacker, il va chercher à optimiser sa nutrition. Le troisième pilier pour moi, c'est l'activité physique, faire du sport. Je ne vais pas répéter non plus les bienfaits, mais c'est tellement important. Et puis, comme Juliette le disait, c'est gratuit de faire du sport. Donc vraiment, il faut y aller. Et le dernier pilier, ça va être le mindset, ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, hygiène psychique. mhm, Parce que pour moi, ce que ton cerveau, ton psychisme, il faut en prendre soin autant que le corps. Donc autant tu vas aller à la salle pour ton hygiène corporelle, pour prendre soin de ta santé, autant le cerveau aussi, il faut en prendre soin. Donc c'est le mindset, c'est tes croyances, c'est ce que tu te racontes en fait dans toute la journée. C'est ton attitude vis-à-vis des choses, c'est ton histoire aussi personnelle, et c'est voir comment en fait elle te permet aujourd'hui d'atteindre tous tes objectifs et d'atteindre une meilleure santé. mhm. Donc Top. vraiment pour moi c'est sommeil, nutrition, activité physique et mindset. Et on sait que suivant les personnes ça peut changer d'ordre. Il y en a qui vont mettre la nutrition en premier, il y en a qui vont mettre l'activité physique en premier. Donc on est tous différents, mais je pense qu'on retrouve vraiment ces quatre piliers là chez tous les biohackers. Mhm. Et il y a l'aspect aussi de l'autorégulation du stress. Euh, ce côté-là, dans quel pilier tu le vois? Toujours dans le mindset ou... Et alors, mindset, hygiène psychique, Mhm, mais ça va avoir un lien. Ils sont tous interconnectés dans mhm, tous les cas, ces quatre-là. C'est-à-dire que si tu dors pas bien, ça va avoir un impact sur comment tu te sens, ton mood mhm, actuel. Si tu as mangé que du sucre, eh ben c'est pareil, ça va avoir une incidence directe sur comment tu te sens. Après avoir mangé un paquet de Haribo, tu te sens rarement en super forme, prêt à atteindre tous tes objectifs. mhm, Donc tout est vraiment lié. Et si tu n'es pas sportive et que monter un escalier, par exemple, tu te sens essoufflé après ça, forcément, ça va aussi avoir des impacts. Donc je pense que ces quatre piliers, en fait, ils font partie d'un seul système mhm, qui est le corps et l'esprit. Qui fonctionnent ensemble, qui interagissent ensemble. Et la gestion du stress, c'est vraiment un exemple qui illustre bien ça. mhm, C'est que ça a un impact directement sur le corps, et puis sur le bien-être aussi. mhm. Et quelle est la mentalité alors d'un biohacker ou le mindset d'un biohacker? Moi, il y a vraiment le premier mot qui m'interpelle à chaque fois qu'on me dit c'est quoi la mentalité d'un biohacker, c'est l'éducation, education first. Parce qu'en fait, tu peux pas savoir où tu en es, c'est déjà tu n'es pas informé. Mhm, Déjà, est-ce que tu sais c'est quoi une bonne santé? Donc, va t'éduquer, c'est quoi pour toi une bonne santé? Donc, informe-toi. Parce qu'une fois que tu commences à t'éduquer, tu te rends compte des possibilités sur lesquelles tu peux travailler. Mais d'abord, tu t'éduques, tu es au courant de ce qui se passe. Et l'éducation, c'est pas seulement de l'éducation, genre je vais consommer quelque chose externe, mais c'est aussi l'éducation d'apprendre à se connaître. Je me rends compte que quand je mange tel aliment, ça a telle conséquence sur mon corps. Et comment on apprend à se connaître? Bah là, on va apprendre à se connaître en mesurant. On peut tenir un journal dans lequel je me rends compte que quand je fais ça, je me sens bien, quand je fais ça, je me sens pas bien, ou comme on en a parlé, des objets connectés qui vont permettre de suivre certaines métriques. Et donc voilà, éducation first. Après, on va apprendre, on va découvrir des axes d'amélioration, des axes d'exploration qui vont nous apprendre à mieux nous connaître. Une fois qu'on essaie des choses, bah là, on va rentrer dans l'aspect optimisation une fois qu'on essaie de nouvelles actions. Donc c'est mhm, vraiment l'éducation avant tout. Et quelqu'un qui va à la salle de sport sans savoir c'est quelle zone musculaire qui travaille ou est-ce que l'exercice est bien fait,
c'est juste dangereux en fait. Ça n'a rien d'un biohacker, ça n'a rien de quelqu'un qui prend soin de soi. C'est juste quelqu'un qui souffre de quelque chose, qui veut avoir des résultats rapides et qui n'a pas passé par cette phase éducative. Parce que quand on s'éduque aussi, on découvre l'importance des petites actions et l'impact des petites actions sur le long terme. Mhm. Ça, on le voit en fait. Si je mets chaque fois une petite action, j'aurai des résultats sur de très long terme. Et les gens qui ne sont pas éduqués veulent des résultats rapides immédiatement. Et ça, c'est pas possible. Donc, c'est que la notion d'éducation, c'est vraiment l'aspect numéro un et fondamental d'un biohacker. Et c'est aussi ce qui permet toujours de sortir de sa zone de confort et donc d'être toujours dans une croissance personnelle. Mhm. Ouais, pour moi, c'est vraiment aussi l'optimisation, hein. Dont on a parlé, mais pour moi, le biohacker, c'est celui qui optimise en fait tous les aspects de son environnement qui peuvent avoir un impact sur sa santé. Et dans le but d'aller toujours plus loin. Par exemple, si on te dit aujourd'hui, bah, il faut manger 5 fruits et légumes par jour pour être en bonne santé, mais je trouve que ça suffit pas. Et le biohacker, justement, il fait tout pour aller plus loin que ça. Donc, il va chercher, bah, il vaut mieux manger quel type d'aliments, à quelle heure, en quelle quantité, etc. Et donc, on retrouve cet aspect data dont on parlait tout à l'heure. Mhm. Et quel rôle a, selon vous, la flexibilité, le fait de toujours être à l'écoute de son corps pour pouvoir après s'adapter aux changements aussi par rapport à l'âge, par rapport aux conditions dans lesquelles on se trouve. Parce que souvent, il y a un peu aussi, surtout dans les médias sociaux, cet état d'esprit que trouver une diète, trouver une alimentation correcte, ok, on se forme presque comme une identité, un dogme sur ça. Et les personnes, après, ils deviennent presque rigides dans voilà, dans une tribu qu'ils ont trouvée et ils ne sortent plus de là. À mon avis, le biohacker, un vrai biohacker, ne se identifie pas à une tribu, mais il continue à rechercher sur lui-même et il est aussi, il accepte aussi de changer ou ce qui était vrai hier, aujourd'hui ne l'est plus. Qu'est-ce que vous en pensez sur cet aspect-là? Oui, je pense qu'il y a vraiment une notion d'expérimentation chez le Mhm, biohacker. On va expérimenter ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et c'est pour ça que l'utilisation des data, elle est fondamentale parce que c'est ce qui va te guider en fait, à savoir si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et après, tu parlais de la place, quelle place finalement il reste pour aussi s'écouter, écouter directement son corps. Moi, je pense qu'aujourd'hui, notre instinct, il est biaisé avec tout ce qu'on voit autour de nous, toutes le divertissement, le sucre, les packaging qui te donnent envie d'acheter, par exemple, des boissons sucrées, des produits transformés, des choses comme ça. Et je pense que du coup, les datas te permettent de retrouver ton instinct. En tout cas, ça permet d'éduquer et mhm, de façonner ton instinct par rapport à ce qui est bon pour toi ou non. Par exemple, c'est vrai que la Oura Ring, moi, je la porte depuis 3 ans. Je ne l'utilise plus de la même manière aujourd'hui que pendant la première année. Pendant la première année, elle m'a vraiment aidé à identifier ce qui m'empêchait de bien dormir. mhm, Manger trop lourd avant d'aller me coucher, regarder une série juste avant d'aller me coucher, boire de l'alcool. Et du coup, j'ai fait des changements en conséquence. Donc aujourd'hui, ma Oura Ring, quand je regarde le résultat, j'ai déjà un peu une idée de ce que je vais avoir comme score, etc., de ce qu'elle va dire. Donc c'est vrai que ces data à ce moment-là, ils m'ont été hyper utiles et c'est ce qui a fait, entre autres, que j'ai arrêté l'alcool par exemple parce que c'était trop mauvais pour mon sommeil. Donc je pense qu'il y a vraiment ce lien entre les data qui vont aider en fait ton instinct à savoir ce qui est bon pour toi ou non. Mhm. mhm, Moi, je dirais que souvent, il y a des cycles. Un biohacker, il n'est pas routinier tout le temps, parce que comme tu dis, en fait, il faut une certaine flexibilité. Parce qu'en fait, si tout le temps on fait la même chose, en fait, le corps va s'habituer. Moi, j'ai eu beaucoup de clients qui venaient me voir en disant, oui, mais je fais beaucoup de sport. Je me dis, c'est quoi que tu fais? Bah, je monte tous les jours, je descends, je monte les escaliers. Tu vois, mais en fait, ça, cette monter et descendre les escaliers tous les jours, ce n'est plus considéré comme une activité sportive de ton corps. Il faut de temps en temps choquer, on va dire, briser une routine pour que le corps il évolue. Le corps il a vraiment une capacité incroyable et magique, je veux dire, de s'adapter à n'importe quelle situation.
Et c'est Mhm. pas parce que tu es adapté à cette situation-là que ça veut dire que c'est bien. Parfois, en fait, tu vas avoir des douleurs, ton corps, il a appris à couper la sensation de douleur, et donc, en fait, tu crois que tu n'as plus mal, mais en fait, ton corps est dans un mauvais état. Donc, c'est souvent des cycles. C'est comme une détox. Moi, j'ai souvent des clients qui viennent me voir avec, là, je bois tous les matins de l'eau tiède avec, avec du citron là-dedans. Ok, ça, c'est bien pendant une certaine période, mais tout le temps, ce n'est pas bien, en fait. Il faut le faire par cycle. C'est pour ça qu'on parle de détox souvent régulièrement. Et, et l'avantage aussi du biohacking, c'est que c'est aussi souple pour les écarts. On peut un soir dormir tard parce qu'on a eu l'anniversaire d'un ami, on peut avoir bu de l'alcool parce que voilà, c'est une fête assez exceptionnelle, mais on sait exactement aussi que c'est pour ces moments-là qu'on prend soin de nous. C'est qu'en fait, on n'a pas envie que ces moments-là soient routiniers, je bois de l'alcool tout le temps, ou que comme le biohacking, ce soit tout le temps routinier. C'est qu'en fait, on sait qu'on a cette souplesse, cette capacité de rebond face à des situations imprévisibles. Ok, j'ai mal dormi cette nuit, c'est pas grave, je sais ce qu'il faut que je mette en place pour rattraper mon déficit de sommeil. Ok, là j'ai mal mangé cette nuit, c'est pas grave, je vais sauter un repas pour un peu enclencher un jeûne et pour le permettre mon corps de récupérer, donc c'est ok. Et c'est même la meilleure façon d'être souple face à la vie, d'avoir l'état d'esprit d'un biohacker, que d'aller sur un régime très restrictif. Mhm, super. Et donc, dans le monde du biohacking, il y a toujours beaucoup de technologies. Vous avez parlé de data. Quel est le rôle de la technologie dans votre vision du biohacking, au-delà justement des data qu'on a compris être une étape importante pour le biohacker? Moi, je vais prendre un exemple. Quand tu prends ton application Google Maps pour taper une adresse et que tu n'as pas activé ton GPS, il va te dire oui, j'ai compris que vous voulez aller à telle adresse, mais vous êtes où là? Parce que Mhm, je ne sais pas comment vous dire quel chemin prendre si vous ne me dites pas où vous êtes. Et en fait, c'est pareil avec sa santé, c'est que les technologies aujourd'hui nous permettent de nous situer. C'est pas un diagnostic, hein, c'est juste un état à peu près. C'est voilà à peu près où tu en es dans ta vie et voilà le chemin que tu peux prendre pour atteindre tel endroit. Si tu es là, voilà le chemin que tu peux prendre pour atteindre tel endroit en fait. Et c'est vraiment ça que ça permet aujourd'hui, les technologies, ça permet d'identifier où est-ce qu'on se situe et en fonction d'où est-ce qu'on se situe, quel est le chemin à aller parcourir pour atteindre le résultat désiré. mhm. Mais oui, Anna, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, non, mais en fait, c'est apprendre à se connaître. Mhm, C'est ça. C'est ce qu'on disait, le lien aussi avec l'instinct, c'est justement que les datas, ça va nous guider, mhm. finalement. Mais après, il y a toute cette technologie qui, en fait, ce pas des objets connectés, mais c'est des technologies qui nous aident, par exemple, à réduire l'inflammation, par exemple la photobiomodulation, ou bien il y a des technologies qui nous permettent pas de nous mesurer, mais qu'on utilise pour un processus. Parce qu'on a compris, on est éduqué, on a compris que l'inflammation chronique silencieuse n'est pas bonne. Et alors là, des fois, quand la nature n'est pas toujours présente, on utilise la technologie. Peut-être là aussi, est-ce que vous pouvez un peu développer euh, ce thème-là? Oui, ben, je pense que c'est ce que tu viens de dire, c'est par rapport quand la nature n'est pas présente. Et en fait, je trouve que tu deviens surtout biohacker quand tu habites en ville. Mhm, Quelque chose de très citadin finalement, parce que tu vas porter des lunettes qui bloquent la lumière bleue, parce qu'en ville, il y a toujours de la lumière le soir. Tu vas faire de la photobiomodulation avec des red light therapy, parce que tu n'as pas accès au coucher de soleil qui peut aussi te donner ce type de lumière-là. Les bains glacés, ben, c'est pareil, il n'y a pas une rivière à côté qui est glacée. Donc on va faire de la cryothérapie. Voilà, il y a plein de choses effectivement qui, je pense, essayent d'équilibrer le mode de vie citadin et le rendre un peu plus naturel. Mm. C'est vrai que pour en revenir au mythe de le biohacker, c'est manger naturellement. En fait, ça marcherait si tout notre environnement était le même environnement qu'il y a 200 ans. Sauf qu'on n'est plus dans un environnement d'il y a 200 ans. On n'est plus la population, comme elle a dit Anna, elle est plus stadienne. On est plus dans les grandes villes. Et en fait, on n'a pas les mêmes environnements que ce qu'on avait avant. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on n'a plus besoin de ces choses qu'on avait avant. On a encore besoin de ces choses qu'on avait avant. Donc, on va aller essayer on va chercher à les complémenter de façon entre guillemets artificielle avec la lumière rouge par exemple ou des technologies comme les caissons hyperbares pour venir oxygéner, mieux récupérer parce qu'on peut avoir une air polluée ou on peut avec le stress, l'anxiété et
les enjeux sociétaux, on peut avoir une anxiété durable. Et en fait, l'anxiété, bah, ça va être aussi un manque d'oxygène. Donc, on va aller mettre un petit boost d'oxygène pour aller chercher. En fait, les technologies sont là pour vraiment nous aider. Elles ne sont pas là pour nous remplacer ce qui se fait déjà. Mais c'est vraiment venir nous supporter, nous aider à aller chercher des choses qu'on ne pourrait pas aller chercher par soi-même. Je vais parler aussi d'une autre technologie qu'on aura à notre événement, le Neurospa, que je trouve assez intéressant. Donc, c'est un lit qui permet en fait d'émettre une fréquence vibratoire avec une certaine acoustique qui va essayer d'imiter l'état d'un sommeil profond. Mhm. Pour des gens qui dorment bien, ils vont pas avoir une grosse différence. Mais pour des gens qui n'arrivent jamais à s'endormir correctement ou entrer dans un état de sommeil profond, cette technologie-là, ça va permettre de retrouver un peu de sensation de ce que c'est qu'un sommeil profond et rééduquer le corps à dire, tiens, c'est cet état-là qu'il faut qu'on aille chercher. Et petit à petit, la technologie va nous apprendre à aller à mieux comprendre c'est quel état qu'il faut que j'aille chercher. Et là, en fait, la technologie va nous aider. Après, on n'aura plus besoin de cette technologie-là, mais la technologie nous a aidé à comprendre ce qu'il fallait aller chercher. Et c'est pareil avec les objets connectés. Au début, tu vas penser qu'il y a des aliments qui te font du bien, puis finalement, tu te rends compte que ça ne te fait pas du bien. Et petit à petit, tu vas comprendre intuitivement qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui ne te fait pas de bien. Et c'est pour ça que les technologies sont là vraiment pour nous aider, nous accompagner et valider si ce qu'on fait, c'est bien. Parce qu'il y a aussi une question de valider, est-ce que ce que je fais, c'est bien ou pas. Mhm. Oui, c'est un concept très intéressant parce que en fait aussi on voit combien de biohackers on peut évoluer, qu'ils ont commencé à s'éduquer, à comprendre à travers la technologie et qui habitaient dans des grandes villes, Londres plutôt qu'en Amérique. Petit à petit, en suivant leur parcours, ils se sont détachés de la grande ville. Ils sont partis, ils ont compris la technologie. La technologie a aidé justement leur parcours. Mais après, ils ont compris que peut-être c'était encore plus l'optimal, c'était de changer complètement le mindset et d'abandonner la technologie pour construire quelque chose dans un endroit plus naturel, plus biologiquement plus près de notre nature. C'est clair que ce n'est pas possible pour tout le monde, mais ça nous donne aussi une vision peut-être aussi différente par rapport au temps et au parcours après, parce qu'on ne va jamais savoir ce qui va se passer dans les années, dans les prochaines années. Mais si on commence à se reconstruire, à comprendre, à s'éduquer, comme vous avez bien dit, après, petit à petit, aussi nos décisions changent, notre vision du monde change. Et donc, on prend aussi des meilleures peut-être décisions, on prend des autres priorités par rapport au travail, par rapport à la vie. Et c'est ça qui est magique, parce que aussi notre cerveau va comprendre différemment et va décider aussi différemment non, des situations. Mm. Et ça me fait penser à. Moi, aujourd'hui, quand j'avais mes centres de fitness, c'est des centres d'électromyostimulation. Mhm. Les gens venaient pour la technologie, mais souvent, ils ne restaient pas pour la technologie. La technologie, c'est quand on souffre, on cherche une solution immédiate, souvent dans les technologies, Oui. sur Internet, sur le digital. On va aller essayer. Puis, en fait, cette technologie-là nous ouvre l'esprit à s'intéresser à de nouvelles choses. C'est pour ça que je dis souvent, le biohacker a un parcours initiatique. C'est que, comme tu as dit au début, il va être à fond sur la technologie. Petit à petit, ces technologies-là vont le pousser vers des domaines beaucoup plus subtils. Et Oui. là, en fait, on commence à rentrer dans d'autres sphères. Mais c'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion de parcours initiatique. Et la technologie, c'est vraiment le meilleur moyen aujourd'hui de captiver une grande population qui ne se rend pas compte qui sont en mauvais état en fait. Ah tiens, je vais cette technologie-là, je suis simplement curieux. Moi, j'ai pas mal de machines qui permettent de faire des bilans. Et il y a des gens qui me disent non, non, ça va et tout. Et quand on faisait des bilans, je me dis, bah là, en fait, y a des trucs qui vont pas trop. Et là, je posais des questions. Je fais, est-ce qu'il y a ça? Est-ce que tu fais ça le matin? Est-ce que tu fais ça le matin? Oui, oui, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je fais, bah en fait, tu le sais pas encore parce que tu n'as jamais goûté au plaisir d'être en forme, mais tu n'es pas en forme. Mhm. Et en fait, tout ce que tu me décris, c'est chimiquement, biologiquement, enfin en tout cas morphologiquement, impossible que tu sois en bonne santé avec ça en fait. Mhm. Tu peux croire que tu es en bonne santé, mais moi je sais comment le cerveau fonctionne et le cerveau a une capacité à nous biaiser, c'est-à-dire que nous faire croire que la situation dans laquelle on est c'est une bonne situation alors que pas du tout. Le syndrome de Stockholm typiquement, hein, c'est ce que Mhm. c'est. T'es en otage, mais en fait tu tombes amoureux de ton preneur d'otage, mais parce qu'en fait ton cerveau s'adapte. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'en fait un état de bien-être maximal en fait. Et tant qu'ils n'ont pas goûté à ça, ils pensent qu'ils sont bien en fait. Oui. Après, question philosophique,
est-ce que c'est pour autant une mauvaise chose, tu vois? Il y a un proverbe africain qui dit: «Heureux celui qui ne sait pas qu'il pourrait avoir mieux», quoi. Donc, Tout quelque à part, on va fait. pas chercher à casser la vie des gens, mais on voit aussi, voilà, que la technologie peut justement attirer des gens, leur faire prendre conscience de certaines choses et leur donner la possibilité d'aller chercher un peu plus. Super, oui. Et quelles sont les principales différences entre hommes et femmes dans l'approche au biohacking? Bah, ça, je pense qu'il y a aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'études qui sont menées, sur les hommes. Bon, alors ça se rééquilibre un petit peu les études, médicales. Mais après, moi, au début, j'ai eu du mal à trouver des biohackers, femmes. Mhm, Parce que tu vois beaucoup Dave Asprey, tu vois Ben Greenfield, mais j'avais pas forcément de figure, féminine sur le sujet. Et bah, finalement, j'ai réussi, à en trouver et bah, tu en fais aussi, partie, mhm, Vanessa. Tu es une figure, tu es la queen, biohacking. Et c'est vrai que quand tu es une femme, il y a d'autres sujets que tu vas optimiser, bah, liés à notre, biologie, tous les cycles menstruels. Grâce au biohacking, je trouve que tu peux, aller plus loin dans la compréhension de tes cycles menstruels et tu peux toujours être dans cette, notion de, d'optimisation. Heu, Après, ce que je trouve aussi qu'on voit dans le biohacking, c'est que les hommes, ils sont plus à la recherche de performance et les femmes, elles vont plus être, en recherche peut-être de bien-être ou être plus sur la longévité en tant que telle. Hem, mais c'est pas toujours vrai, tu vois? Typiquement, moi, je m'y retrouve pas non plus, j'aime bien cette notion de performance, quand même. Donc ouais, je trouve que c'est assez, mixte pour le coup. Et ça et ce que c'est vrai qu'en fait, il y a une différence femme-homme, il y a aussi une différence homme-homme, une différence femme-femme, selon l'environnement, le milieu, social, le capital santé. mhm. Heu, mais ce qui est intéressant avec le biohacking, c'est qu'en fait, on se rend compte que c'est, la croisée des chemins de plusieurs groupes sociaux. On va avoir, par exemple, les sportifs de haut niveau qui en sont arrivés à pousser très loin la notion d'optimisation. On va avoir le monde de l'esthétique, où on se rend compte que beaucoup de, bah, notamment les femmes, qui à la base font attention à leur apparence physique, dans la beauté et l'esthétique, s'intéressent au biohacking parce qu'ils se rendent compte aussi que c'est peut-être plus efficace que directement de l'esthétique. On va avoir le médical qui va se dire, bon, ok, on traite les maladies, mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour que seulement traiter les maladies, mais mettre les gens en forme. Et puis on va avoir les gens qui veulent juste prendre soin de leur bien-être, qui veulent aussi aller optimiser. C'est ça que je dis souvent, c'est une croisée des chemins, le biohacking, où c'est un terrain dans lequel ces quatre univers qui à la base ne sont pas connectés entre eux, bah, se réunissent sur le fait de dire ok, bah, c'est intéressant en fait, finalement on va sur une base commune et on arrive à ce niveau-là. Maintenant aujourd'hui, il y a 30-40 ans, on n'avait pas les moyens, il y a même 100 ans de ça, enfin on n'avait pas suffisamment de moyens pour mener des études cliniques sur une grande partie de la population. C'est pas possible de mener une étude clinique sur 1 million de personnes, sur leur alimentation, ça demande beaucoup de ressources humaines, ça demande beaucoup de moyens financiers. Et puis, dans quel intérêt? Qui est le plus grand gagnant de cette étude? Enfin, parce qu'il y a toujours une notion d'argent qu'il faut prendre en compte, une question de rentabilité. Et ça, aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, ça change parce qu'en fait, on a des objets connectés. Même si on n'a pas une montre connectée, il suffit qu'avec notre téléphone, on voit combien de pas on peut faire par jour. Et ça, c'est intéressant parce qu'on commence à entrer dans un nouvel ère dans lequel on a une quantité de data tellement importante sur des profils tellement variés que je ne vais pas dire que ça va faire une étude clinique sur un cas, parce que souvent les études scientifiques, c'est tu prends un profil, tu prends les personnes à peu près du même profil, tu leur fais l'expérience et tu regardes le résultat. Là, il aurait fallu qu'on prenne 100 personnes du même profil, de 100 profils différents, ça fait déjà 10 000 personnes. Ben, c'est ce que les objets connectés vont nous permettre. C'est qu'en fait, on va avoir tellement de data sur des profils tellement spécifiques, très précis, qu'on va vraiment pouvoir comprendre qu'en fait, bah, quand tu es une femme avec je sais rien, une certaine taille ou un certain bonnet, parce que ça va varier le taux de masse grasse, bah, ça va avoir tel impact dans 10 ou 15 ans. Quand tu es un homme qui est plutôt ectomorphe ou mésomorphe, le type de morphologie que tu as, bah, toi, tu vas avoir tel type d'évolution et toi, tu vas avoir tel type d'évolution. Alors que dans une étude aujourd'hui, autant pour les hommes que pour les femmes, on va mettre un résultat global, alors que ça se trouve, ce résultat global il aurait été différent si on prenait en compte son type de morphologie Mhm. ou son type ou son capital génétique. Enfin, plein de petites choses comme ça. Donc il y a aussi d'autres éléments. Par exemple, le jeûne.
on parle souvent du jeûne, comme quoi ça a un bénéfice, mais selon le cycle menstruel de la femme, bah, il y a des moments où c'est moins propice à faire un jeûne que d'autres. Et c'est des choses que, par exemple, on n'en parle pas beaucoup. Je trouve même que c'est très, très peu parlé dans le monde du jeûne, comment jeûner quand on est une femme et comment non jeûner quand on est un homme, parce qu'il y a vraiment des choses assez importantes. Ou comment jeûner quand on est faim. Moi, je suis quelqu'un qui a très peu de masse grasse, et par exemple, je ne suis pas censé faire des longs jeûnes, parce que mon capital de graisse ne suffira pas à maintenir suffisamment en fait, la phase de j'ai oublié le terme qu'on dit quand on est en phase de jeûne, mais ouais, autophagie, l'usage du métabolisme interne. Il n'y aura pas assez de masse grasse dans mon corps pour que mon métabolisme interne tienne longtemps. Enfin, à un moment donné, j'aurai probablement des problèmes si je gêne trop longtemps avec mon capital de masse grasse. Donc voilà, les différences qu'il peut y avoir. Mais je suis curieuse d'avoir ton avis, Vanessa, sur la question. Mais moi, j'aime bien justement cette complexité parce que, en fait, au début du parcours du biohacker, on essaye de simplifier. Donc, c'est normal qu'on passe par un peu une simplification et après, petit à petit, qu'on se découvre, on comprend justement notre différence. Aussi, la morphologie que vous avez parlé. Donc, moi, je suis ectomorphe et je suis une femme. J'ai aussi passé comme ça, expérimenté le jeûne. Et là aussi, c'est quelque chose d'intéressant de voir par rapport à mon âge. Moi, j'ai 50 ans, je suis en périménopause, je ne suis pas encore en ménopause, mais c'est quelque chose, c'est un peu aussi comme l'alimentation. C'est quelque chose que elle s'adapte par rapport aussi à des phases hormonales différentes. Donc, c'est pas seulement la femme qui a son cycle, mais c'est quand par rapport justement à son cycle aussi de vie. Et donc, ça devient vraiment une complexité et c'est grâce à ça, grâce aux data et justement à des objets connectés comme le glucomètre, par exemple, quand on voit justement cette glycémie qui part très haut, quand par exemple une femme, elle est aussi en ménopause, et elle est beaucoup plus sensible à la glycémie. Et donc, c'est très bien le jeûne. Elle peut faire prolonger aussi ses jeûnes parce qu'il n'y a pas un problème hormonal d'une femme qui est qui est fertile. Mais si une fille, par exemple, des fois j'ai des clients, je fais un peu de coaching avec des professionnels, des sportifs professionnels, et ce que j'ai vu, surtout des filles très jeunes de 24-25 ans, qui font beaucoup de sport et ils font beaucoup sur la performance, ils ont tout de suite un problème au niveau de leur cycle menstruel. Donc, et là, ils se voient justement, il y a toujours un peu cette compréhension, leur faire comprendre que c'est pas qu'ils doivent diminuer à manger, faire des jeûnes prolongés, parce que là, ça va vraiment leur stresser leur métabolisme. Donc, le stress, c'est quelque chose, c'est un élément très important parce que si une personne est déjà stressée, comme un sportif, et commence à jeûner, et une femme, si elle commence à jeûner, c'est quand même un stress de plus qu'elle va ajouter. Et donc, c'est tous des mécanismes. Là, on ne peut pas en parler et faire des exemples parce qu'il y a vraiment une multitude de facteurs qui rentrent dans la question. Donc, du stress. Donc, si le stress, c'est un petit stress, c'est un stress hormétique, donc avec la douche froide ou le sauna. Mais si ce stress, il est prolongé, donc il y a comment on peut dire, une chronicité du stress, alors là, ça va empirer la situation. Et donc, c'est intéressant d'avoir parlé aussi de cette complexité pour faire comprendre aux gens qui nous écoutent aussi d'être encadrés avec des professionnels. Et c'est pour ça que je trouve le biohacking intéressant, parce qu'on cherche aussi à être encadré par des professionnels, mais qui ont une mindset, une mentalité de biohacker. Donc, ils ne s'arrêtent pas à l'université, à leur diplôme, mais ils sont en continue écoute de ces aussi changements scientifiques.
Et donc, ils peuvent aussi comprendre que si j'ai je sais pas, le cholestérol très haut et je suis un ectomorphe et j'ai une low carb, c'est pas aussi grave. Et j'ai les triglycérides, je sais pas en français comment on dit, bas, c'est pas pareil. un problème. Ils vont pas me donner des statines, par exemple, non? Ouais. Et donc, c'est ça la difficulté après un certain niveau, si on veut justement affiner tous ces processus-là, c'est important d'avoir justement une médecine préventive avec des médecins qui travaillent là-dessus et qui ne s'arrêtent pas à des dogmes appris à l'université. Voilà, ça c'est aussi un aspect important parce que Et, on peut arriver jusqu'à un certain point, à mon avis, comme ça. Éduquer, c'est important, mais après un certain niveau, on va avoir des datas et aussi, par exemple, toute la question du microbiome, le microbiote aussi est intéressant, lié au heart rate variability. Il y a des fois où il y a le heart rate variability, qui est ce chiffre que beaucoup de biohackers regardent. Plus il est haut, mieux c'est. Mais on s'est rendu compte que c'est pas toujours comme ça. Même il y a des fois, pour des problèmes de microbiote, on a des dysbioses, on a le HRV qui va monter et c'est pas synonyme de bien-être. Donc il y a tous ces un peu des paradoxes à l'intérieur qui nous challenge par rapport voilà, à un contexte très complexe quand même. Oui, oui, tu as raison, et c'est le mot complexe, je trouve, qui est important. C'est que c'est pas compliqué, c'est complexe. Oui. Donc il faut regarder l'ensemble des spécialités et voir comment est-ce qu'elles interagissent entre elles, en fait. Parce que c'est vrai que si tu regardes qu'une seule data, tu peux te dire, ah, mais c'est super. Oui, Là, exact. c'est très bien, comme tu dis, pour le HRV. Mais en fait, quand tu regardes les autres datas, c'est beaucoup plus nuancé, en fait. Oui. Et c'est pour ça que la partie éducation, elle est hyper importante, et de s'entourer, comme tu dis, de professionnels qui arrivent à avoir cette vue d'ensemble, cette vue complexe sur les choses. Je pense que c'est vraiment fondamental. Sinon, tu peux tourner en rond pendant 1000 ans et pas comprendre pourquoi tu es pas bien, alors que toutes les datas prises séparément, et ben, elles sont bien, quoi. Ça fait penser à une autre data, comme le HRV, le RPM, les respirations par Oui. minute. En 10 Kong, on apprend à presque faire que 2 respirations par minute. Donc, Oui. en fait, tu te dis, mais ils vont mourir. Mais en fait, non. C'est juste que c'est pas la quantité de respiration que tu fais, mais c'est la qualité de tes respirations qui vont vraiment compter. Quand tu es dans un état de relâchement total, ben, en fait, l'oxygène pénètre mieux dans tes tissus, donc tu as moins besoin de respirer plus fréquemment. Et aujourd'hui, moi, dans une des bagues connectées que je porte, ils me disent, ah, votre RPM, il est bas. Ok, mais est-ce que c'est mauvais? Mais l'application me dit que c'est mauvais. Donc pareil, oui, les datas, c'est bien, mais comme tu as dit, il faut être encadré par un professionnel qui comprend ces datas-là et que ce n'est pas une data isolée qui va faire une vérité absolue, mais c'est un ensemble. C'est vrai que les datas, c'est une chose, mais le ressenti, on n'en parle pas, mais le ressenti, c'est aussi une data. Comment je me sens aujourd'hui? Quel est mon état de bien-être? Quel est mon état de gratitude? Quel est mon état de fierté? Comment je me sens après avoir dormi? Parfois, on va avoir un autre bac qui va dire j'ai super bien dormi, pourtant j'ai l'impression d'être fatigué ce matin. Ou à l'inverse, j'ai l'impression d'avoir mal dormi, mais ma vague me dit que j'ai bien dormi. Ça aussi, c'est des datas qui sont intéressantes à aller chercher, à aller creuser. Oui, oui. Et c'est pour ça que je trouve très intéressant aussi la collaboration et le network de personnes très verticales. Donc, moi, j'ai des amis qui sont spécialistes en HRV, donc HRV, et ils collaborent avec des personnes peut-être plus horizontales, je ne sais pas. Et là, c'est là aussi ça fonctionne, le réseau des personnes, des spécialistes, de pas-spécialistes. C'est tout un système qui, après, il bouge et qui résonne et qui peut vraiment améliorer, après, le système de santé dans lequel on est et bon, ça c'est un peu mon souhait que aussi Ouais. la santé et le système santé va évoluer parce qu'il y aura ces personnes qui auront toujours plus d'importance dans les yeux des personnes. Et alors aussi la santé devra changer par rapport à ça. Ça me fait penser, alors je vais revenir sur un sujet que tu as parlé tout à l'heure, la notion de cholestérol. Oui. C'est vrai que c'est vraiment un mythe, le côté, il y a du bon et du mauvais cholestérol. Il y a de plus en plus d'études qui démontrent qu'en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais cholestérol. En fait. L'autre cholestérol, il a une certaine fonction, et le deuxième cholestérol, il a une autre fonction qui est tout aussi importante pour la santé. Il y a un documentaire qui montrait un petit peu les rouages de certaines industries, et qu'il y avait certains médicaments qui ont été promus
Oui. à base d'aucune étude clinique, juste parce qu'en fait, c'est une course au premier qui vend le médicament à un moment donné. Et dans le brouhaha des gros médicaments, il y a des médicaments qui sont encore aujourd'hui distribués, alors qu'il n'y a aucune étude clinique qui a été faite derrière ce médicament-là. Mhm. C'est vu comme une vérité absolue. Et ça, tu vois, par exemple, si, comme tu dis, sortir de son dogme, je ne remets pas en question que le fait, je ne suis pas en train de rejeter la médecine ou quoi que ce soit, hein, qu'on soit bien clair là-dessus, c'est que il ne faut pas oublier qui a fait l'étude clinique. Donc c'est important parce que oui, l'étude clinique c'est une chose, mais dans quel intérêt a été fait l'étude clinique? Moi je parle vraiment de mon côté politicien, entrepreneur et système capitaliste. C'est que quand tu comprends que tout est fait par intérêt financier dans notre société et que les études les plus intéressantes qui n'ont pas d'intérêt financier pour une entreprise, mais qui ont un intérêt pour l'humanité, il y en a beaucoup moins, c'est très rare même. Bah, en fait, c'est important de comprendre qui est le plus grand gagnant de cette étude clinique. Est-ce que Mhm. c'est l'humanité ou est-ce que derrière, il y a une boîte qui ne serait pas grand gagnant de cette étude-là? Et ça, c'est vraiment, il faut apprendre aussi à nuancer que tout ce qu'on nous dit, c'est pas non plus, il ne faut pas en faire une vérité absolue. Il ne faut pas non plus rejeter comme quoi c'est un mensonge. Il ne faut pas mettre tous les. C'est pas parce que dans le panier, il y a une pomme pourrie qu'il faut venir jeter tout le panier. Oui. Non, on enlève la pomme, on peut même couper la partie pourrie de la pomme, manger le reste de la pomme. Enfin, et c'est vraiment, on n'est pas sur un truc binaire. Comme on dit, c'est très complexe. Mais comprendre tous les enjeux qui viennent impacter notre environnement et effectivement aller voir un petit peu, faire des croisements de thérapie de médecine. Et comme tu l'as dit, et moi-même j'avais lancé un projet il y a 2 ans de ça, sur venir coordonner les différentes thérapies. Mhm. En France, on recense plus de 550 thérapies différentes. 550. Aujourd'hui, moi, j'en ai déjà essayé beaucoup dans ma vie parce que j'adore ça. Je suis curieux de savoir à chaque fois les nouveautés qui sortent. J'en ai essayé 30, 40. Donc, j'ai une certaine expertise sur la pertinence d'une certaine thérapie ou non. Mais quelqu'un qui ne connaît rien, bah, comment tu fais pour cadrer ça? Deuxièmement, pour l'État qui n'a pas assez de moyens pour aller cadrer tout ça, comment tu fais? C'est pour ça qu'on va commencer à arriver vers cette notion de mesurer les données. C'est important parce que ça nous permettra aussi de valider si une thérapie fonctionne ou pas. Par Mhm. exemple, il y a des choses, seules, ça ne fonctionne pas, ça, seul, ça ne fonctionne pas, mais ensemble, ça va fonctionner. Aujourd'hui, il y a tellement trop de complexité qu'on ne peut pas le faire humainement, mais les technologies vont nous permettre ça. On va arriver vers cette tendance-là. On va vraiment réussir à avoir une médecine personnalisée pour chaque personne. Mhm. Absolument. Ouais, ça, je pense que c'est vraiment pour le coup la médecine du futur, justement, d'avoir quelque chose qui soit personnalisé. Parce que même quand tu fais des analyses en laboratoire, tu as toujours un intervalle qui te dit, bah, tant que tu es dans l'intervalle, c'est Oui. bon, Oui. le il est ouvert. Alors que si tu regardes justement d'un point de vue complexe, avec les autres data que tu as pu recueillir, ou juste bah, ce que dit ton corps finalement, tu sais qu'il y a quelque chose encore qui peut être optimisé, quoi. Mhm. C'est pas encore parfait. Oui. Aussi parce que ces intervalles sont construits par rapport à la santé globale des personnes. Donc, ils sont plutôt... Le normal, c'est plutôt mauvais. Complètement. Et Junaid, tu as vécu de nombreuses expériences dans le monde du développement personnel, mais à un moment donné, tu as aussi perçu de la toxicité dans ce contexte. Est-ce que tu peux nous en parler de ce... Oui, alors moi je suis tombé un peu dans le développement personnel très très tôt. J'avais 14 ans, j'avais découvert le livre de Tony Robbins très tôt. J'ai fait son séminaire à 18 ans. Et pour l'anecdote, quand j'ai fait le séminaire d'Anthony Robbins, quand j'entendais tous les gens pleurer autour de moi, je me suis dit j'avais encore rien vécu vu comment les gens ils pleurent. Tu vois. Donc moi j'étais juste plus choqué par les pleurs des gens autour de moi que bon, j'ai quoi moi comme problème? Moi j'ai eu un zéro à l'école, quoi. Un gros problème, quoi. Je vais pas en pleurer. Et donc j'ai été à fond dans le développement personnel pendant presque de mes 14 à mes 22 ans, 23 ans. Et à un moment donné, j'ai fait un burn-out. Un burn-out du développement personnel. Donc, quand je parle de développement personnel, c'est tout ce qui est la pensée positive. Je ne parle pas vraiment de la partie sommeil, etc. C'est même un problème, c'est que le développement personnel, on dit faut que tu penses positif, faut que tu arrêtes d'être négatif, faut que tu arrêtes de te plaindre, fais ces affirmations le matin, lève-toi le matin à 5 heures du matin, fais ça, fais ci, fais ça. Et en fait, tu fais, mais le vrai problème de ça, c'est qu'en fait, on rejette une autre partie de nous. On rejette nos traumas, on rejette nos carences, on va rejeter ce qui ne va pas. Et ça, c'est pas bon, c'est du déni en fait. Parce qu'en fait, en voulant faire que du développement personnel, on rentre dans une posture de déni de ce qui ne va pas. Et moi, j'aime bien parfois quand, avec un on discute, et que parfois on a envie de se plaindre. Ben, on se donne une fenêtre, vas-y, pendant 5 minutes, on se plaint autant qu'on a envie. Après 5 minutes, on repasse à autre chose. Mais il y a besoin parfois de laisser un petit peu d'espace et de souplesse. Et le développement personnel aujourd'hui, ça exclut toute
toute cette chose-là. Et moi, j'ai eu des milliers d'adhérents, je leur ai parlé de plein de développement personnel, etc. Et il y a des personnes qui ne sont pas disponibles, elles ne sont pas réceptives. Pas parce qu'elles ne veulent pas être réceptives, mais parce qu'elles n'ont pas l'énergie vitale nécessaire. Mhm. L'énergie vitale, c'est quoi? L'énergie vitale, c'est quand je me lève le matin, bah, je suis content de me lever. Combien de personnes aujourd'hui sont contentes de se lever le matin? Bah, beaucoup ne le sont pas. Ou encore, est-ce que la personne dort bien? Tu ne peux pas demander à la personne de faire de la pensée positive si déjà elle a mal dormi, elle n'a pas l'énergie, elle n'a pas l'espace disponible pour ça. Donc, c'est pour ça que moi, je parle de toxicité dans le développement personnel, c'est qu'en fait, on renie toute cette partie-là, le mental n'est pas un seul facteur isolé qui va te permettre d'aller bien. C'est un facteur important, faut pas le nier, mais c'est pas un facteur isolé. Donc c'est pour ça que la règle d'or, à chaque fois que je parle de développement personnel ou de croissance personnelle, moi je parle souvent de croissance personnelle et non pas de développement, pour pouvoir prendre la partie globale, c'est que libère d'abord de l'énergie vitale. Ouais. L'énergie vitale, c'est quoi? Mange bien, dors bien, diminue le stress. Et déjà, commence par ça. On va un chouïa débloquer de l'énergie vitale. Et une fois qu'il y a cette énergie vitale, on va un petit peu la consacrer peut-être à du mental derrière. Mhm. Mais d'abord, de l'énergie vitale, c'est la règle d'or. Donc, c'est vrai que le développement personnel, on est dans un déni de ce qui ne va pas dans notre société. Et être dans le déni de ce qui ne va pas dans notre société, ben, en fait, c'est répéter les mêmes erreurs et croire que ça les règle. En fait, que non, c'est juste qu'on a réussi à se convaincre que ça allait, mais en fait, ça ne va pas. Et Super. moi, le jour où j'ai réussi à prendre conscience qu'en fait, ça allait pas, j'ai fait un burn-out. Genre, je ne voulais plus qu'on parle de pensée positive. Genre, c'est vraiment en mode, t'es pas, me parle pas, j'ai pas envie de t'entendre, en fait, tu vois. C'était vraiment un stop, quoi. Pendant un an, j'ai vraiment laissé sortir tout ce qui devait sortir. Et après, d'ailleurs, j'ai commencé à dire ce que je faisais de la régression personnelle. C'est-à-dire, au moins j'en fais, au mieux je me porte. Tu vois, genre, donc plutôt que d'aller complexifier les choses, je vais rester simple. Comment je me sens là maintenant? Est-ce que je me sens bien? Oui, non, ok. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien? Ok, ben là, je vais prendre du temps pour moi. Pendant 10 ans, j'ai eu des problèmes de sommeil. Le développement personnel, je me dis non, je dors bien, je dors bien, je dors bien. Après, je me dis non, ça va pas en fait, il y a un truc qui va pas. Bah, tu sais quoi, j'ai besoin de dormir. Bah, je vais me laisser dormir aussi longtemps que je peux. Et puis, au fur et à mesure des mois, je commençais à retrouver un bon sommeil naturel, me relever tôt le matin. Mais pendant plusieurs mois, j'étais juste à me dire, je m'en fous de tout ce qui est développement personnel. Moi, tout ce que je veux, c'est juste dormir. Juste dormir. Bien, pas bien, juste dormir jusqu'à ce que je me dise, ok, là, ça va. Et petit à petit, j'ai recommencé à renouer le lien. Et la notion de développement personnel n'était pas du tout là. Mais par contre, il y avait vraiment la notion d'améliorer le reste de ma vie. Mon sommeil, mon alimentation, mon activité. Mais je n'étais pas dans la pensée positive, mais j'étais dans le reste. Et c'est Mhm. là que tu vois que le hacking, c'est les deux en fait. Et Mhm. c'est là que, voilà, moi j'avais le développement personnel, j'ai mis en place ce truc-là. Et en fait, je me suis rendu compte petit à petit, bah, ça a donné le package biohacker, on va dire. Super. J'ai adoré cette position que tu as donnée parce que c'est important. Le retour aux basics, non? C'est pas se faire des idées, mais c'est aller vraiment vers les piliers que Anna a cités au début. Donc, et c'est pas compliqué. Là, à ce niveau-là, c'est pas compliqué. C'est après, si on veut comme ça se améliorer encore et encore, alors on va trouver des autres aspects qu'on peut s'améliorer, mais l'aspect de basics, je pense que c'est assez facile si on comprend les mécanismes, si on comprend comment on peut gérer tout ça et améliorer et optimiser tout ça. Et Anna, tu es psychologue du travail. Quelles sont les croyances dans le monde du travail? Est-ce qu'on peut se sentir bien au travail? Est-ce que c'est possible d'optimiser sa santé au travail? Hmm. Ça, c'est un gros sujet que je trouve passionnant. Il y a plein de croyances dans le monde du travail. Les premières croyances qu'on peut avoir, c'est il faut tout donner pour son travail. Ou bien c'est normal de souffrir un petit peu au travail, c'est normal de stresser un petit peu au travail, c'est normal que le travail, ça soit difficile, ça soit compliqué. Et de toute façon, trouver un travail qui me correspond à 100%, c'est impossible. Là, je viens de te citer plein de croyances en fait que les gens ont, et c'est très souvent inconscient. Et ça vient aussi on va dire, c'est historique. Euh, le mot travail, ça vient de tripalium en latin, qui vient de torture. Et donc, il y a encore cette notion-là que le travail, c'est souvent associé à de la souffrance. Et donc, c'est normal d'avoir un petit peu de souffrance dans son travail. Mhm. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont ces croyances-là dans le monde du travail. Et ça, c'est important parce que ça va impacter à la fois ta vie.
Si toi tu as ces croyances-là, ben, ta vie au travail va être différente, mais aussi la vie de tes collègues. Par exemple, si tu es manager et que tu as cette croyance comme quoi c'est normal de ne pas être heureux au travail, c'est normal de souffrir un petit peu au travail, et bien forcément, quand tu vas manager ton équipe, tes collaborateurs, ils vont aussi le ressentir. Tu vas pas manager de la même manière. Donc vraiment, les croyances ont un poids très important dans le travail et il faut les travailler. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un gros changement. C'est un changement générationnel. Ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché du travail, c'est des jeunes générations qui majoritairement, elles rejettent en fait les comportements toxiques au travail. Elles rejettent les situations de harcèlement qu'on peut vivre au travail. Elles refusent qu'on leur parle mal, elles refusent de travailler après 17h30 si sur leur contrat c'est écrit que ça se termine à 17h30 la journée. Et du coup, c'est vrai que ça génère aussi pas mal d'incompréhension entre les générations. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose. Tu as des gens qui vont dire oui, les jeunes générations ne veulent plus travailler, etc. Moi, je pense que c'est juste qu'elles refusent effectivement des comportements qui sont toxiques et que ça devrait être la norme finalement. En tout cas, ça vient questionner quelque chose dans nos pratiques et dans nos manières de faire. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est des nouvelles générations qui se posent quand même la question de qu'est-ce que j'ai envie au travail, qu'est-ce que j'attends de mon travail. J'ai pas envie qu'il soit toxique. Donc ça remet en question pas mal de choses et ça peut, je pense, nous pousser à nous dire que d'être bien au travail, c'est possible en fait. Et je pense que, moi j'en suis convaincue, on peut être très heureux dans son travail, on peut être très très bien dans son travail. J'ai rencontré des gens aussi qui sont très très bien dans leur travail et pour eux tout roule, ils sont souvent alignés avec les valeurs de l'entreprise, ils ont des collègues avec qui ça se passe bien, ils aiment ce qu'ils font. Il y a plusieurs choses qui font ça, mais surtout ils ont quelque chose aussi de positif au plus profond un certain optimisme. Donc je pense que déjà être optimiste, c'est la clé pour se sentir bien dans son travail. C'est aussi quand on est optimiste, ce qui va nous pousser à changer d'environnement quand on se sent pas bien à un endroit. Parce que les gens optimistes vont naturellement avoir tendance à penser que un meilleur est possible. Et ça commence par ça en fait. C'est vraiment l'impact et le poids des croyances. En PNL, en programmation neuro-linguistique, on voit beaucoup l'impact des croyances, mais aussi l'impact de la visualisation sur notre bien-être. Donc c'est pour ça que vraiment commencer à se dire je peux me sentir mieux dans mon travail, c'est commencer à visualiser ça serait quoi une situation où aujourd'hui je me sens bien dans mon travail. C'est quoi l'environnement, c'est quoi les relations avec mes collègues, c'est quel type de métier, c'est quoi mes tâches dans la journée et surtout comment je me sens. Ça me fait me sentir quoi en fait d'avoir un travail dans lequel je me sens bien. Et quand il y a des personnes qui font cet exercice-là, ils trouvent presque ça bizarre de se dire ah mais c'est bizarre, je me sens bien dans mon travail. Parce que tu vois, ils ont tellement eu cette croyance que c'était normal de souffrir un petit peu au travail et qu'ils se sont habitués aussi à ressentir toujours de l'insatisfaction au travail, qu'ils ont complètement oublié que c'était possible à un moment d'être heureux et bien dans son job. Donc moi, je dirais vraiment de re-questionner les croyances et se dire qu'est-ce que j'accepte dans mon travail et qu'est-ce que j'accepte pas finalement dans mon travail. Et puis après, il y a aussi des fondamentaux, avec ce que Dunate disait sur les basiques. Et bien, pour moi, ça me fait penser à la pyramide de Maslow, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as besoin de te sentir en sécurité. Donc, tu as besoin de pouvoir gagner suffisamment bien ta vie pour te sentir sécure. Tu as besoin de faire quelque chose aussi qui te porte, qui te donne envie. Enfin, voilà, il y a tous ces besoins qui doivent être comblés. Et ça aussi, c'est particulièrement important. Donc, tu peux te sentir bien dans ton travail. Il faut que tu regardes, tu as besoin de quoi finalement dans ton travail pour être bien et mettre finalement tout ça en place. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Non, c'est un thème très vaste, mais c'était comme ça important que tu en parles pour donner aussi ici commencer à réfléchir sur ce
topic. Mais vous allez aussi en parler, je pense, pendant le sommet de cet aspect-là. C'est correct, j'ai vu, non, dans le programme. Très bien. Oui, oui, complètement, parce que donc, tu peux être bien dans ton travail et puis tu peux chercher justement. Moi, je me suis pris au jeu en fait de regarder comment je peux faire pour être super bien dans mon travail. Et il y a beaucoup de choses à aller regarder. Tout à l'heure, on parlait du stress. La gestion du stress, c'est fondamental pour être bien dans son job. Et puis après, il y a toutes les questions aussi de la sédentarité. C'est un des premiers risques aujourd'hui au travail, c'est qu'on passe toute notre journée assis en fait. Moi, j'ai un collègue qui a investi dans un vélo sur place, si tu veux. Donc, il faisait nos réunions et tu le voyais un petit peu bouger, il était en train de pédaler, etc. Et je pense que avec des petites choses comme ça, tu peux aussi chercher justement à optimiser ta santé au travail. Bon, avoir des bonnes relations aussi, c'est important. Il y a beaucoup de choses, mais effectivement, on en parlera aussi. Oui. Et un aspect qu'on ne considère jamais, c'est que notre cerveau, en fait, marche beaucoup mieux quand on est debout par rapport à quand on est assis. Et ça aussi, la science nous l'apprend et on n'a pas encore compris justement comment on peut justement l'adapter par rapport au contexte du travail. Parce que peut-être il n'y a pas besoin de travailler autant d'heures, mais être beaucoup plus performant aussi. Et non, aussi là. Oui, en France, on a beaucoup cette question du présentéisme. Plus on travaille tard le soir au bureau, plus c'est bien vu. Alors qu'il y en a qui vont plutôt être dans l'efficacité. Et par rapport à ce que tu dis, effectivement, sur le fait d'être debout, oui, il y a plein de startups qui font des réunions debout, qui durent 20 minutes, 25 minutes, où on se dit, OK, bon, on traite tel sujet. Et du coup, c'est vrai que tu es debout, donc tu vas plus vite. Et puis, le fait d'être debout, voire même de marcher, ton corps se met en mouvement, donc ton esprit aussi, en fait. Oui. Et ça, c'est très, très, très important. Oui. Et l'autre aspect, c'est aussi les open space. Je ne sais pas si vous connaissez Susan Cain, qui parle aussi. C'est une introvertie, on dit en français. Et elle dit justement comment c'est aussi important de donner des espaces individuels et pas être toujours dans les espaces ouverts, parce que l'espace ouvert, ça va bien pour certaines choses et pour certaines typologies de personnes. Mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à travailler dans des open space ou bien toujours en groupe ou toujours des workshops. Donc, c'est toutes des dynamiques très intéressantes et qui se rapprochent aussi au thème du biohacking. Mais je voulais passer aussi à un autre thème important dans le milieu du biohacking. On parle souvent de longévité. Voilà, peut-être pour qui ne vous connaît pas encore, quel âge avez-vous et quel est votre objectif dans ce contexte? Moi, j'ai du mal à dire mon âge depuis, depuis un petit mois, mais ça va, je m'y habitue. J'ai passé le cap des 30 ans, là, au mois de janvier. Et pour moi, la longévité, c'est vrai, par définition, c'est quelque chose de très long terme. Et en fait, je m'y suis intéressée parce que quand j'étais petite, j'ai vu mes grands-parents, j'ai vu des proches, j'ai un oncle et une tante qui sont décédés de cancer. Et puis, j'ai vu aussi ma grand-mère qui avait une démence. Et c'était pas chouette, en fait, entre guillemets, la manière dont ils terminaient leur vie. Et j'étais jeune et je crois que je me suis posé des questions à ce moment-là et je me suis dit, j'ai pas envie de ça pour moi et ni pour les autres proches aussi qui sont toujours là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, j'étais plutôt dans de rechercher des solutions. Et pour moi, en fait, tu as plusieurs maladies qui arrivent avec la vieillesse, hein, les cancers, le diabète, les démences et les maladies cardiovasculaires. Et je trouve qu'en travaillant en prévention, comme quand un biohacker le fait, eh ben, c'est une des solutions pour justement éviter entre guillemets, mal finir sa vie et puis surtout d'être malade dans les 10 dernières années de sa vie. C'est le health span versus le lifespan, la durée de vie versus la durée de vie en bonne santé. Et tu vois aussi beaucoup trop de gens, je trouve, qui parfois, ils arrêtent leur travail, donc ils se mettent à la retraite et puis 5 ou 10 ans après, ils ont un cancer, par exemple, ce qui les empêche de faire beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est aussi cet amour, tu vois, de vouloir profiter de la vie jusqu'au bout qui m'a poussé vraiment à m'intéresser à la longévité. Et toi, Dunate? Alors moi, j'ai 29 ans, je vais avoir 30 bientôt. Et pour ma part,
j'ai hâte de vieillir. Enfin, c'est con, mais genre, moi, chaque fois que je prends de l'âge, je suis content. Je me dis: «Je vais bientôt être un petit vieux qui va pouvoir s'asseoir au parc, faire des phrases en disant: "Ah, les jeunes, c'est plus ce que c'était"». Donc ça m'a toujours fait rire. Je me dis: C'est un style de vie». Mais je me suis toujours vu aussi que je serai en forme, j'œuvrerai, je parle du terme œuvrer, non pas travail, que j'œuvrerai sur des projets personnels, bah, jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'au bout de ma vie et que je me suis toujours imaginé dynamique, actif. Et il y a vraiment cet objectif politique en réalité dans la longévité. Ce que moi je recherche, ce que je me dis, c'est si je sais prendre soin de moi, je saurais prendre soin des autres. Et si d'autres font comme moi, ben, en fait, on arrivera dans une société assez géniale, quoi. Donc il y a Mhm. vraiment cette vision qui n'est pas commune en général, un lieu à cœur. Mais moi, vraiment, je vois dans la longévité un point de vue très politique, qui n'est pas la politique qu'on imagine, hein, la politique de télé, j'appelle ça, mais une vraie politique, c'est-à-dire une société où les êtres humains vivent en paix, vivent en harmonie, ils savent ce que c'est que prendre soin de soi, être en bonne santé, ils savent l'importance que c'est de prendre soin des autres pour qu'ils soient en bonne santé, parce qu'ils se rendent compte des bénéfices que ça a dans leur vie. Quand on est en bonne santé, en hyper santé, euh, on se rend compte, on a énormément confiance en nous. En tout cas, dans l'hyper santé, la confiance en soi, c'est un facteur très important. Et quand on a confiance en soi, on est capable de réaliser ce qu'on peut construire, l'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens. Et je dis souvent aux personnes, si tu ne crois pas en l'humanité, c'est que peut-être tu ne crois pas encore en toi. Mhm. Et peut-être que tu devrais commencer par croire en toi, et tu verras que si tu crois en toi, tu verras de quoi tu es capable de faire dans ta vie. Et quand tu verras ce dont tu es capable de faire dans ta vie, tu te rendras compte de ce dont tout le monde peut faire dans leur vie. Et ça a un gros impact. Donc, cette notion de longévité, ça m'a vraiment tenu à cœur parce que voilà, moi, j'ai été ambassadeur de certains mouvements qui proposaient de nouvelles alternatives de société, clairement. Et on proposait des solutions pratiques, concrètes, pour vraiment faire évoluer la société correctement. Mais les gens n'étaient pas réceptifs à l'entendre. Donc c'est pour ça que je me dis, bon, ce sera dans une seconde étape. La première étape, c'est rendre les gens réceptifs. Comment est-ce qu'on les rend réceptifs? Bah, en améliorant leur longévité, leur confiance en soi, qui croient en eux, qui croient aux autres. Et peut-être que là, ils commenceront à croire à des projets qui pourraient potentiellement avoir un fort impact dans notre société. Super, c'est des discours très inspirants, ça m'a donné des frissons, donc c'est bien, ça donne beaucoup d'espoir vers le futur. Donc je suis très heureuse d'avoir comme ça fait ce chat avec vous. Et là, on va passer au plat fort, on dit comme ça en français, le sujet de la journée. Donc le 6 avril à Lyon, vous ouvrirez la première édition du sommet de l'hypersanté. De quoi il s'agit exactement? C'est une journée voilà, que vous avez pensée et est-ce que vous pouvez nous la raconter un peu? Ouais. Alors, on s'est inspiré de ce qui se faisait à l'étranger, comme à Londres et à Amsterdam, parce que Mhm. nous-mêmes, on participe à ces événements-là. Et c'est vrai que la toute première fois qu'on est allé avec Anna, enfin, qu'elle m'a fait découvrir, je me dis, ouais, mais c'est génial, quoi, d'avoir 2000 personnes qui sont un peu névrosées comme nous. Je dis souvent mais genre 2000 personnes qui comprennent l'importance de prendre soin de soi et que quand tu vas boire un verre avec des gens, avec ces gens-là, ben, on n'est pas là en train de prendre de l'alcool, on est là en train de prendre une eau pétillante, en essayant de trouver une boisson qui n'a pas de sucre. Mais c'était assez drôle de voir en fait cette compréhension, je trouvais ça même sain et mignon. Et en fait, on s'est dit, en France, quand on veut faire des rencontres sociales, quand on veut rencontrer de nouvelles personnes, c'est compliqué. En fait, une fois qu'on est dans la vie active, soit c'est nos collègues de travail, soit c'est nos amis d'enfance, soit c'est notre famille, soit c'est nos amis du lycée. En dehors de ça, c'est compliqué de faire de nouvelles rencontres hors contexte professionnel. Mhm. Donc, on s'est dit, et il y a des gens qui veulent prendre soin d'eux, et certains n'ont pas la chance d'avoir des personnes, d'être entourés de personnes qui prennent soin d'eux. Ouais. Donc, on s'est dit, bah, il faudrait créer un événement où on attire des personnes qui veulent s'entourer, rencontrer et explorer plein de possibilités, de nouveautés, de tout ce qui a trait à améliorer, optimiser sa santé. Mhm. Donc, en s'inspirant de ce qui se faisait à Londres, des Biohacking Summit, ben, on a dit ben, pourquoi pas le faire en France avec une touche plus française, en changeant le terme et ne pas parler de biohacking, mais parler d'hyper santé. Et c'est comme ça qu'on a conçu l'événement, qu'on l'a réfléchi, qu'on l'a articulé en 3 axes. Un axe conférence, donc 14 conférences prévues sur 2 salles différentes, elles sont toutes enregistrées. Donc comme ça, on pourra aller voir les conférences qu'on a envie de voir. Toujours une notion de réceptivité. Tu ne vas pas voir un truc que tu n'as pas envie de voir. Donc, tu conçois ton programme. Il y a 6 workshops, les bains glacés, on va avoir les speed meetings. Pareil, on crée un workshop pour rencontrer des personnes.
Alors, Mhm. c'est pas du speed dating, souviens-toi. Après, ça peut arriver, hein, on n'est pas à l'abri de ça. Et le troisième aspect, c'est qu'on aura 12 marques qui seront présentes, qui proposent des solutions assez innovantes, technologiques, palpables, et des outils qui peuvent permettre d'avoir enfin, en sortant de là, toute personne qui participe aura une palette de solutions, d'informations et d'axes sur lesquels travailler pour déjà passer à une autre étape de leur hyper santé. Mhm. Super. Et pourquoi vous avez choisi ce mot hyper santé? Ça, c'est quelque chose qui est arrivé tout de suite ou comment il s'est développé? Bah, on peut chercher quand même. C'est pas arrivé spontanément, mais parce que si on s'était dit, on va créer le sommet du biohacking en France, ben, tu as la moitié quand même des personnes qui pensent que c'est du transhumanisme et l'autre moitié qui ne sait pas ce que c'est. Mhm. Donc, et voilà. Donc c'est pour ça que c'était difficile. Pour certains, ça reste un mot sexy, mais ça reste quand même une minorité de personnes globalement. Et donc nous, on voulait vraiment cet aspect d'optimisation quand même qu'on retrouve dans le mot hyper. Et c'est toujours lié à la santé, donc hyper santé. Mais c'est vraiment parce que le biohacking, potentiellement, ça pouvait faire un petit peu peur en France, ou bien les gens ne le comprenaient pas forcément tout de suite. Mhm. Et après, on a eu un raisonnement assez simple aussi, c'est qu'on s'est dit, quand tu es malade, tu vas faire quoi? Tu vas voir ton médecin pour être en bonne santé, le terme de santé qu'on s'est donné. Mais quand tu es en bonne santé, que tu n'es pas malade, tu n'as pas besoin de médicaments, mais que tu sens que tu n'es pas en forme, que tu n'es pas au max de ce que tu pourrais faire, bah, tu vas pas aller voir ton médecin. Moi, je vais jamais aller voir mon médecin pour dire, écoutez, je me sens bien, je vais bien, je ne suis pas malade. Comment je fais pour aller encore mieux? En France, mon médecin, il risque de m'insulter en me disant: «Mais cassez-vous, j'ai pas beaucoup de place, je suis en retard sur toutes mes consultations, mais j'ai pas que ça à faire à m'occuper de vous». Et où vont ces gens-là, en fait? Où est-ce qu'ils vont se référer? Et Mhm. si tu vas avoir un coach sportif, le coach sportif, il est souvent focus sur le corps. Si tu vas avoir un nutritionniste, souvent focus sur l'alimentation. Ben, chacun est spécialisé, mais il n'y a pas cette chose globale. Et donc, c'est ça qu'on a dit: «Ben, écoute, tout ce qui est, t'as un symptôme, t'as une pathologie, t'es malade ou quoi que ça, là, tu vas voir le monde médical, le corps médical, c'est pas à nous. Nous, on règle pas ce problème-là. Nous, t'es en bonne santé, t'es en forme, mais tu sens que t'es pas au maximum de ce que tu peux aller, ben, on va te Mhm. parler d'un compte d'hyper santé. Pourquoi hyper? Parce qu'hyper, c'est pour vraiment montrer aussi jusqu'où on peut aller dans l'optimisation. Parce qu'on peut aller très, très, très loin. Mais nous, on prend souvent l'échelle du biohacker, c'est Brian Johnson dans le maximum de l'échelle. Mhm. Donc, et donc, en fait, tu as pas besoin de faire comme Brian Johnson, mettre 2 millions de dollars par an sur ta santé, mais jusqu'à arriver à lui, tu as encore plein de possibilités que tu peux explorer. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'hyper santé. Donc, quel type d'hyper santé toi tu recherches dans ta vie? Et c'est de là qu'en fait, quand on a demandé aux gens, ça t'évoquait quoi hyper santé? Les gens souvent nous disaient, ouais, on a l'impression qu'il y a d'optimisation. Et d'eux-mêmes, ils parlaient de notion d'optimisation. On s'est dit, ok, peut-être que le terme hyper santé, c'est le terme qu'on doit plutôt garder que le terme biohacking, où là, le biohacking, au bout de 3 phrases, en France, les gens ils disent ouais, ouais, ton truc là, bionique. Non, c'est pas bionique, c'est biohacking. Donc après, petit à petit, j'ai arrêté de lutter avec ce mot-là. Je parlais de hyper santé, certains vont dire ultra santé. Donc voilà, vraiment pour exagérer jusqu'où on peut aller, quoi, cette notion-là. Mais je pense que vous avez très bien fait et le nom est aussi très sexy, je pense. Hyper santé, ça sonne bien, ça résonne bien. Et vous avez un parrain de l'événement. Peut-être si vous pouvez un peu nous faire comprendre pourquoi vous l'avez choisi ou comment ça s'est passé d'avoir un parrain pour ce sommet. Alors nous, on a voulu vraiment garder un parti très scientifique dans notre sommet, parce qu'il y a beaucoup d'événements comme les médecines douces, le salon, on va dire, bio, etc. Et parfois, il y a des choses, non pas qu'on remette en question certaines thérapies, mais ça parle pas à tout le monde. Et nous, on veut quelque chose qui a été éprouvé, et des gens qui sont reconnus de leur domaine. Et donc le docteur Denis Coster, il est lui-même médecin et biohacker. En fait, on l'a rencontré, ça a super bien matché. Et donc, il s'est porté, entre guillemets, caution de l'événement. C'est-à-dire que voilà, lui, il nous a dit un petit peu les choses qu'il ne verrait pas voir et qu'on s'est accordé là-dessus. Et nous, on a vraiment tenu aussi à faire intervenir souvent des médecins. Mhm. Donc, on a quand même une majeure partie de médecins dans notre événement qui interviennent. On a aussi des experts et des entrepreneurs. Donc, on a voulu vraiment mettre en tête des gens qui sont reconnus de leur domaine, qui ont une bonne maîtrise de leur sujet et qui ont prouvé sur le terrain que leurs résultats fonctionnent. Donc, ça, Mhm. c'était vraiment le choix. Et le docteur Denis Coster, bah, il nous a mis en relation aussi avec des personnes qui correspondent à cet esprit-là et qui continuent de nous connecter avec d'autres personnes dans cet environnement. Ouais, vraiment important d'être sur une base scientifique solide.
et de pas partir sur des choses qui peuvent être un petit peu, entre guillemets, «oufou», ou un Mhm. peu éloignées de notre réalité. Oui. Et quel est le message que vous aimeriez que les gens retiennent après avoir participé à votre événement? Comment je vais faire pendant 1 an jusqu'à la prochaine édition? Comment je vais vivre sans cette édition? Et bah, en fait, on voudrait que ça soit comme une routine, médicale. Tu vas faire, ton contrôle dentaire, 1 fois par an, tu vas faire un point dans ta vie 1 fois par an. Ben, faut que tu sois là au moins 1 fois par an dans le sommet de l'hypersanté parce que c'est le moment où ça va te requinquer, rebooster, redonner tous les éléments pour vraiment maintenir une bonne hygiène de vie, quoi. C'est Mhm. vraiment le rendez-vous des biohackers, mais pas que des biohackers, parce qu'il y a tellement de gens en France qui sont biohackers, mais qui ne se rendent pas compte en fait que c'est du biohacking ce qu'ils font. Juste des gens qui sont un peu obsédés, passionnés par le fait d'optimiser leur santé et d'être en hyper santé, et que, voilà, que ce soit leur rendez-vous, qu'il y ait cette communauté qui se crée en fait autour de ça, c'est hyper important parce que on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, et donc il faut aller les chercher parce que comme disait Junaid, eh ben, t'as plein de gens dans ton travail qui ne sont pas forcément intéressés par ça, ta famille, elle n'est pas forcément passionnée par le sujet non plus, tes amis d'enfance non plus, donc il faut aller chercher l'opportunité et l'occasion de rencontrer des gens qui te ressemblent, et c'est vraiment pour ça qu'on a créé le sommet de l'hypersanté, parce que nous, on avait du mal au début à rencontrer des personnes aussi toquées que nous, peut-être, je sais Mhm. pas. Oui, moi je me réjouis justement de vous rencontrer à ce sommet parce que justement moi j'adore les premières éditions. Donc je pense que les premières éditions c'est toujours spécial et il y a toujours cette énergie particulière qu'on ne retrouve pas après quelques années par exemple le Health Optimization Summit à Londres. J'adore, mais je dois dire qu'avec les années, peut-être parce que je me suis aussi habituée à une qualité ou à me passionne pas autant que venir chez vous et découvrir aussi un contexte nouveau. Et je pense que la chose plus importante, c'est justement créer des relations, créer une communauté et donc se retrouver et voir justement ce que ça m'arrive toujours en participant à ces événements, c'est de rencontrer des gens que j'ai jamais vus avant et je pense que ils sont comme des petits frères en fait. C'est des personnes qui nous ressemblent et qui résonnent et qui peut-être ont un parcours complètement différent, mais qui ont la même vision des choses, la même curiosité, la même envie d'apprendre. Et donc, je pense que c'est une occasion justement pour les francophones, mais aussi pas francophones, de venir vous visiter. Et je tiens comme ça à dire pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent participer à votre événement que je laisserai le lien de votre site web dans les show notes et en code de réduction. Donc après, justement, ils pourront justement s'inscrire parce qu'il y a encore des places disponibles. Et peut-être avant de clore cette interview, pouvez-vous nous décrire les pratiques que vous considérez comme les plus importantes dans votre routine? Parce que, bon, il y en a beaucoup, j'imagine, mais peut-être les plus intéressantes. Juste avant de dire la pratique, je voulais compléter ce que tu as dit juste avant. La Oui, notion de rencontre, c'est vrai que je tiens à rappeler quand même qu'on s'est rencontrés via un biohacker de Londres, Brendan, qui est oui, aussi aujourd'hui en fait mon associé dans un projet. c'est vrai, Donc on se rend compte qu'en fait il y a des opportunités à aller rencontrer de nouvelles personnes qui prennent soin d'eux. c'est Vraiment, vrai. on s'est rencontrés en faisant la queue, On vraiment. faisait l'accueil de devant nous et il a dit ah, vous parlez français, ouais. Et Ouais. puis Moi aussi, je l'ai rencontré en faisant la queue, en fait. je sais pas si bien pour l'événement faire la queue en fait. Je pense que c'est sa stratégie, c'est se mettre en queue, prendre le ticket, après se remettre en queue pour comme C'est ça ça. discuter. Mais oui, je pense aussi une caractéristique de nous biohackers, c'est justement cette envie de créer des relations et de créer aussi ce réseau. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas il y a beaucoup de cette philosophie de la compétition dans le monde. Mais en fait, si les gens changeaient leur mentalité et se déplacent vers la collaboration, je pense qu'on changerait complètement le monde parce que si on collabore et si on crée des réseaux, pour finir, ça résonne et ça devient... Moi, j'adore que les gens réussissent donc, dans leurs projets.
Et je trouve que c'est une association magique, tandis qu'il y a beaucoup de jalousie ou des personnes qui, comme ça, ils se réjouissent pas du succès des autres. Tandis que c'est une joie énorme de voir justement des personnes comme vous, que vous avez pris justement toute votre énergie et votre enthousiasme pour organiser quelque chose de nouveau, parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion. Et si ça marche, c'est une magie pour tout le monde. Donc, je vois pas, non? Qu'est-ce que Ouais, vous... Oui, c'est clair. C'est vraiment les biohackers qui, entre autres, hein, qui font évoluer la longévité, qui la poussent au maximum. Quand tu vois tout ce que Brian Johnson fait, alors bon, c'est l'extrême, mais il fait ça entre guillemets en open source, il partage tout. Ce qu'il fait de son parcours, et je trouve que aussi quand tu es dans une communauté de biohackers, et ben tu rencontres des gens qui vont partager vraiment des choses qui ont marché pour eux, des choses qui ont moins marché, etc. Et tu as accès en fait à une connaissance qui n'est pas la connaissance, on va dire classique, basique. Et surtout, ça te crée beaucoup de motivation, ça te booste. C'est un environnement extraordinaire, je trouve. Mhm, mhm. Pour répondre à ta question, du coup, c'est quoi les routines biohack? Alors moi, j'en ai trois, vraiment, Mhm. que j'adore faire. La première, c'est les douches froides le matin. Ok. Euh, alors, si j'ai pas ça, je suis pas réveillé. Donc, et deuxièmement, c'est qu'en fait, la douche froide, je réfléchis pas. J'ai une capacité de décision immédiate. Il faut pas que je me pose la question, attends, est-ce que j'ai envie de faire une douche froide ce matin? Dès lors que je me pose la question, c'est mort, j'ai plus envie d'une douche froide. Donc en fait, ça me pousse à prendre des décisions très vite. Donc ça m'éduque vraiment mon esprit à prendre des décisions rapides et c'est important. Donc, le deuxième élément, le bulletproof coffee, hein. Le café le matin avec du beurre dedans, il y a beaucoup qui connaissent pas. Mais je sais pas pourquoi, moi, c'est un moment de plaisir intense, quoi. Le matin, je suis presque motivé en me disant, ok, je suis cool, c'est cool, je vais pouvoir faire douche froide après l'air pour prendre mon café. Et je me sens déjà à 60%, déjà super bien éveillé pour aller me mettre en focus. Et le troisième élément, bon, ça lui plaît pas forcément tout le temps, mais c'est aller chatouiller Anna à chaque fois pour la faire rire, parce que j'adore quand elle rigole, ça me fait rire, et je trouve que le rire, je peux pas assez. Et donc c'est vraiment le troisième élément de rire, j'ai juste envie de rire toutes les journées, ce qui me met de bonne humeur. C'est un blague pour moi, en fait. Top, top. Moi, Et- là, j'aurais beaucoup de questions sur le café Bulletproof, mais on va en parler pendant l'événement parce que les ectomorphes aussi, toi, tu es aussi ectomorphe comme moi, et là, j'ai un peu de questions après à te faire, mais on va reprendre la discussion une prochaine fois. Et Anna? Moi, j'ai complètement arrêté de l'alcool et c'est la meilleure décision que j'ai prise l'année dernière. En fait, ça a complètement changé mon sommeil et surtout mon niveau d'énergie. Ça, c'est incroyable. Et sinon, les compléments alimentaires, je prends les basiques, on va dire magnésium et vitamine D. C'est ce Mhm, qui me fait vraiment du bien. Après, là, je vais refaire justement un bilan complet pour savoir exactement là où j'ai besoin de supplémenter pour pas être trop en aveugle. Les douches froides, c'est pas mon truc. Moi, je mhm. fais toujours des douches très chaudes parce que ça me détend. Mais je sais pas, j'ai un médecin qui m'a dit que entre le chaud et le froid, il n'y avait pas vraiment de grande différence d'un point de vue scientifique. Hmm. En tout cas, entre la douche froide et le sauna. Donc c'est pour ça que je préfère aller au sauna 2-3 fois par semaine. Il y en a un dans ma salle de sport et c'est surtout pour ça que j'ai pris l'abonnement, je dois dire. Et ouais, bon, mais j'adore le sauna, c'est trop bien et ça a tellement de vertus que ouais, j'adore. Et puis sinon, j'ai ma Oura Ring quand même que je trouve toujours cool pour le sommeil. Et de temps en temps, je vais utiliser le glucomètre, le glucose monitor 2 fois dans l'année pour faire un petit check-up de comment mon corps réagit au sucre. Donc c'est un Mhm. petit peu voilà, mes petites routines. Ben, merci à tous les deux. C'était vraiment un grand plaisir pour moi de discuter avec vous aujourd'hui. Comme je dis avant, je laisserai tous vos coordonnées dans les show notes de cet épisode et je me réjouis de vous voir à Lyon le 6 avril au sommet de l'hypersanté. Donc merci beaucoup et bon travail encore. Merci beaucoup. Merci à toi, Vanessa. C'était un plaisir. Merci. À bientôt. Merci, plaisir, à bientôt.